Reconnais-tu cet astre majestueux? La deuxième plus grande planète à partir du Soleil. En effet, une géante gazeuse à l'aspect brumeux jaune-brun, c'est bien ça. 7 anneaux énormes et intimidants, tout à fait. Tu l'as compris, il ne peut s'agir que de Saturne. Et récemment, le télescope spatial Hubble a fait une découverte étonnante. Apparemment, les anneaux de la planète exerceraient sur elle une force depuis longtemps. Une nouvelle étude a révélé que ces anneaux emblématiques réchauffaient la haute atmosphère de Saturne. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs de la NASA affirment qu'il s'agit là d'un phénomène que le monde scientifique n'a jamais observé ailleurs dans notre système solaire. Ce secret s'est trouvé juste sous notre nez pendant 40 ans, et ce n'est qu'après avoir exploité les relevés de la planète transmis par le télescope spatial Hubble, la sonde Cassini, désormais à la retraite, et les engins spatiaux Voyager 1 et 2, que les astronomes l'ont mis au jour. Cette interaction inattendue entre la géante gazeuse et ses anneaux pourrait devenir un outil permettant de prédire quelles planètes des autres systèmes stellaires possèdent également de magnifiques systèmes d'anneaux semblables à ceux de Saturne. Alors, comment s'est-il avéré que la planète géante était en train d'être lentement cuite par ses propres anneaux? L'indice caractéristique est un excès de rayonnement ultraviolet. Il s'agit d'une raie spectrale d'hydrogène réchauffée dans l'atmosphère de la géante gazeuse. L'augmentation du rayonnement ne peut que signifier que quelque chose irradie la haute atmosphère depuis l'extérieur. On ne sait pas encore très bien comment ce processus se produit, mais l'explication la plus probable est que des particules d'anneaux glacés pleuvent sur Saturne et provoquent ce réchauffement. Mais il pourrait aussi s'agir de l'impact de minuscules météorites ou des particules du vent solaire. Le réchauffement pourrait être causé par le rayonnement solaire ultraviolet ou par des forces électromagnétiques charriant des poussières chargées électriquement. Lorsque la sonde Cassini de la NASA a terminé sa mission et plongé dans l'atmosphère de Saturne, elle a eu le temps d'en mesurer les composants atmosphériques. Il s'est avéré que de nombreuses particules tombaient effectivement des anneaux. Mais dans tous les CA, ce processus de chauffe se produit grâce à l'influence du champ gravitationnel de la géante gazeuse. Les astronomes avaient quoi à connaissance de la lente désintégration des anneaux de Saturne. Mais comment ce processus affecte-t-il la planète? Cela mérite qu'on se penche sur la question. Bien, te souviens-tu de la sonde Cassini de la NASA dont on a parlé précédemment? Pendant plus d'une décennie, elle a étudié Saturne, partageant des clichés de la géante gazeuse et de ses lunes glacées. Elle nous a fait découvrir des mondes époustouflants où les rivières de méthane se transformaient en mers d'hydrocarbures, et où des jets de gaz et de glace projetaient des matériaux dans tout l'espace. Quoi qu'il en soit, cette même Cassini a également étudié la magnétosphère de Saturne. En effet, les forces qui agissent dans les profondeurs de la planète produisent une énorme bulle magnétique autour de celle-ci. Cette bulle est ce que l'on appelle la magnétosphère. Malheureusement, les astronomes disposent encore de très peu d'informations au sujet de ce phénomène typique de Saturne, car les champs magnétiques sont invisibles et évidemment plus simples à étudier de l'intérieur. Imagine la situation suivante. Des flux de particules chargées d'électricité en provenance du Soleil, il s'agit du vent solaire, se répandent dans le système à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Soudain, quelque chose apparaît sur leur chemin. C'est le champ magnétique de Saturne. Il protège la planète en repoussant les particules solaires. Par conséquent, les forces magnétiques du Soleil font rage à l'extérieur de la magnétosphère de Saturne, tandis qu'à l'intérieur de la bulle protectrice de la géante gazeuse, ce sont ses propres forces magnétiques qui dominent. Notre planète possède également un champ magnétique, mais sa magnétosphère est beaucoup plus petite. Et pourtant, elle nous protège efficacement des particules nocives provenant du Soleil et de l'espace. Même si Saturne est protégé par sa magnétosphère, le Soleil parvient toujours à lui causer du souci. Les vents énergétiques de notre étoile balayent la géante gazeuse, provoquant d'immenses aurores. Mais contrairement aux aurores terrestres, les aurores de Saturne ne sont observables que dans la lumière ultraviolette. En d'autres termes, elles sont invisibles depuis la surface terrestre. On ne peut les voir que si l'on voyage dans l'espace. Mais apparemment, il existerait différents types d'aurores sur la géante gazeuse. Par exemple, un autre type est provoqué par les particules chargées provenant des éruptions volcaniques qui se produisent sur les nombreuses lunes de la planète. Enfin, certaines aurores de Saturne pourraient être causées par des vents puissants qui tourbillonnent dans son atmosphère. Ces vents soufflent dans l'ionosphère, une région située en dessous de la magnétosphère.
Ce même vent pourrait être responsable de la vitesse de rotation variable de la planète. Ce phénomène fait qu'il est difficile pour les scientifiques de déterminer la durée d'une journée sur la planète aux anneaux. En parlant de vent, Saturne possède un mystérieux vortex qui tourbillonne au-dessus du pôle sud de la planète. L'ensemble ressemble à une énorme tempête de type ouragan sur Terre, mais son œil mesure à lui seul près de 4000 km de diamètre. À titre de comparaison, l'œil d'un ouragan terrestre typique ne mesure que 3 à 5 km de large. Ce qui déroute les astronomes, c'est que le phénomène s'apparente à un ouragan, mais ne se comporte pas comme tel. Il est stationnaire et continue de tourner au-dessus de la même zone du pôle sud. Et alors que les tourbillons polaires sur Terre ont des noyaux froids, celui de Saturne paraît chaud. Et maintenant, prépare-toi à une autre surprise que Saturne nous a préparée. Sur une image envoyée à la Terre par le télescope spatial Hubble, on peut voir 2 taches sombres sur le côté gauche des anneaux de la planète. Ces taches sont surnommées des spokes. Certains les ont comparées à des rayons de bicyclette. L'ombre et la forme des spokes varient. Ils peuvent sembler sombres ou clairs, cela dépend de l'angle et de l'éclairage. Parfois, ils peuvent même ressembler à des taches plutôt qu'à une forme classique de rayon radial. Ils ne durent pas non plus très longtemps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du 6 mai 2025. C'est à cette date que se produira l'équinoxe d'automne sur Saturne. À l'échelle terrestre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur de la planète, et où le jour et la nuit atteignent leur durée moyenne. Mais sur Saturne, c'est un peu différent. Comme notre planète, Saturne est inclinée sur son axe. C'est pourquoi elle connaît 4 saisons. Mais comme l'orbite de la géante gazeuse est beaucoup plus grande, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. Cet équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont orientés vers le Soleil. Mais quelle est la cause de ces spokes? Les astronomes pensent qu'il s'agit du champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Comme nous le savons déjà, sur Terre, cela se traduit par des aurores boréales. Et si nous parlons de Saturne, les plus petites particules d'un anneau glacé peuvent également être chargées. Et cela fait probablement léviter temporairement ces particules au-dessus des plus gros débris qui composent ces anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été repérés pour la première fois par la mission Voyager de la NASA. Cela s'est passé au début des années 1980. À l'époque, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Après tout, Voyager 2 n'a fait que passer à côté de la planète et a poursuivi sa route. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces spokes, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer les anneaux de Saturne de loin. C'est là qu'intervient Hubble. Le dernier équinoxe sur Saturne a eu lieu en 2009. C'est à cette époque que la sonde spatiale Cassini orbitait autour de la géante gazeuse. Elle a envoyé de nombreuses images étonnantes à la Terre, et elle a réussi à prouver assez rapidement que les spokes n'étaient pas dus à une quelconque interaction gravitationnelle avec Saturne. Pas plus qu'à l'influence des lunes et des petits satellites de la géante gazeuse qui jalonnent les anneaux de la planète. Dès 2005, Cassini a été en mesure de confirmer que les spokes étaient liés au champ magnétique de Saturne. Et même si cette mission s'est achevée en 2017, aujourd'hui encore, Hubble continue sa surveillance à long terme des changements à la surface et autour de Saturne. En dépit de toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours prédire ni le début ni la durée de vie de ces spokes. Fort heureusement, les anneaux proéminents de Saturne constituent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. En effet, même si les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi facilement observables. Et les scientifiques ne savent pas s'il se trouve également des spokes sur ces planètes. Penchons-nous maintenant sur Encelade, la lune glacée de Saturne, l'un des endroits les plus prometteurs pour la recherche de la vie en dehors de la Terre. Les scientifiques viennent d'y détecter le dernier des 6 ingrédients nécessaires à sa formation, le phosphore. Cet élément très rare a été découvert dans un océan de cette lune. Le phosphore contribue à la fertilité des sols sur Terre. Mais la concentration de ce minéral dans les mers gelées du lointain satellite pourrait être de 100 à 1000 fois supérieure à celle des océans de notre planète. C'est peut-être parce que
l'océan d'Encelade est riche en carbonate, tout comme l'eau gazeuse. Et cette eau gazeuse est susceptible de dissoudre les phosphates présents dans les roches de la Lune. Cette nouvelle découverte suggère également que sur d'autres lunes glacées de Saturne, comme Titan, les eaux pourraient également être chargées en phosphore. Pourquoi les scientifiques sont-ils si enthousiastes à propos de ce minéral? Les phosphates, qui sont des composés contenant du phosphore, sont des composants essentiels de la vie sur Terre. L'ADN, l'ARN et les membranes cellulaires en contiennent. Mais parmi les 6 éléments nécessaires à la vie, à savoir le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et le soufre, le phosphore est le moins répandu. En 2004, la sonde spatiale Cassini a pénétré dans la poussière du second anneau extérieur de Saturne, appelé l'anneau E. Cette poussière s'est constituée d'éclats de glace éjectés par Encelade. Il s'est constitué de grains de glace éjectés par Encelade. Et en étudiant ces grains, examinés par le Cosmic Dust Analyzer de Cassini, les chercheurs ont détecté du phosphore. Encelade est la 6e plus grande lune de Saturne. Elle n'est pas vraiment grande. Elle ne fait que 500 km de diamètre. Elle serait donc assez petite pour tenir à l'intérieur de l'Arizona. On devrait essayer ça un jour. Il est intéressant de noter que lorsque la sonde spatiale Cassini est arrivée pour la première fois sur Saturne, les astronomes pensaient qu'Encelade serait une boule de glace gelée. Puis, surprise! Ils ont repéré des panaches de particules glacées et de vapeurs d'eau s'échappant de geysers à la surface de cette lune. Il est apparu clairement qu'il existait un océan global entre son noyau rocheux et son enveloppe glacée. Les mêmes chercheurs avaient précédemment découvert que la lune de Saturne pourrait également abriter des molécules organiques complexes. Auparavant, les scientifiques pensaient que les phosphates pouvaient être piégés dans les noyaux rocheux d'Encelade et d'autres corps similaires. C'est pourquoi les travaux les plus récents, qui laissent entendre que les phosphates pourraient également abonder dans l'océan, ont été une véritable surprise. Des chercheurs ont examiné 305 grains de glace provenant de l'anneau E de Saturne et ont découvert que 9 d'entre eux contenaient des phosphates. Et ces résultats étaient clairs et nets. C'est très important car il y a quelque temps, on pensait que la phosphine, un composé d'hydrogène et de phosphore, existait dans les nuages de Vénus. Mais personne n'a réussi à trouver la moindre preuve étayant cette théorie. Sur Encelade, par contre, il n'y a pas de controverse, et les phosphates existent bel et bien. Les astronomes considèrent Europe comme l'un des endroits les plus prometteurs du système solaire pour la recherche de nouvelles formes de vie. Tout cela parce que cette lune possède un immense océan d'eau salée d'une profondeur de 60 à 160 km. Oui, il est caché sous une couche de glace dont l'épaisseur est estimée entre 15 et 30 km. Mais elle reste potentiellement habitable. Les astronomes affirment que des panaches d'eau jaillissent dans des fissures de cette couche de glace et libèrent le contenu de l'océan lunaire dans l'espace. Bien entendu, il sera difficile pour toute mission en quête de vie organique d'accéder à un environnement aussi profond. Le bon côté des choses, c'est que les scientifiques disposent déjà d'éléments indiquant qu'il existe des bassins beaucoup plus superficiels, qui se trouveraient donc probablement beaucoup plus près de la surface de la Lune. Ils pourraient même se trouver à moins d'1 kilomètre sous la glace. Cette nouvelle est doublement réjouissante. Tout d'abord, elle accroît les chances d'existence d'une vie sur Europe. Et deuxièmement, si c'est bien vrai, cela peut faciliter les missions futures visant à trouver ces formes de vie, du moins s'il y en a. Ensuite, nous avons Titan, la plus grande lune de Saturne. Elle est plus petite et sa gravité est plus faible que celle de la Terre. Mais elle nous rappelle encore notre planète. Comme sur Terre, l'azote domine son atmosphère. Titan est le seul autre monde de notre système solaire à posséder des lacs et des rivières. Ces masses d'eau sont constituées d'hydrocarbures, de méthane et d'éthane. Il existe également un océan d'eau souterrain. Mais il est situé très profondément, et personne n'a encore déterminé si cet océan entrait en contact avec quoi que ce soit de la surface. Si tel est le cas, il pourrait fournir matière à la vie après s'être mélangé à la chimie complexe de la surface. Mais Encelade et d'autres lunes glacées ne sont pas les seuls endroits du système solaire susceptibles d'abriter ou d'avoir abrité la vie. En 2003, Mars Express, une sonde lancée par l'Agence spatiale européenne, a découvert du méthane dans l'atmosphère de Mars. Sur notre planète, la majeure partie de ce gaz atmosphérique est produite par des créatures vivantes, par exemple par le bétail qui digère la nourriture et émet, tu sais, des gaz. Cependant, les scientifiques pensent que ce méthane a été stable dans l'atmosphère martienne pendant environ 300 ans. Et puis,
En 2006, le méthane avait presque entièrement disparu de la planète rouge, et cela s'est produit 600 fois plus vite que ne le prévoyaient les projections des chercheurs. La question est de savoir ce qui a généré ce gaz et où il a bien pu passer. Un autre mystère martien concerne les microbes qui pourraient dormir sous la surface de Mars. Ils pourraient y avoir été protégés des radiations de l'espace pendant des millions d'années. Des scientifiques ont simulé les conditions régnant sur Mars dans un laboratoire pour vérifier si cela pouvait être vrai. Ils ont été stupéfaits de découvrir que des bactéries pouvaient facilement survivre dans de telles conditions pendant 240 millions d'années. C'est une longue durée de vie. Cela signifie que si la vie a existé sur Mars, nous pourrions en trouver la preuve dans le sous-sol de la planète en forant le sol martien. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'eau vive sur Mars, et les cellules ou les spores y dessécheraient, tout simplement. De plus, la température de la surface est similaire à celle de la glace sèche. En d'autres termes, elle est plus que gelée. Autant laisser tomber. Pourtant, 6 types de bactéries et de champignons pourraient en vivre sous terre sur la planète rouge. Le plus probable d'entre eux est surnommé Conan la bactérie, en raison de sa nature coriace. Enfin, c'est l'avenir qui nous le dira. Quoi qu'il en soit, si nous ne trouvons pas de vie en dehors de la Terre dans notre système solaire, nous pourrions probablement en chercher sur des exoplanètes. C'est ainsi que l'on appelle les planètes situées en dehors de notre système stellaire. Certaines d'entre elles semblent très prometteuses. L'exoplanète la plus proche de la Terre est Proxima Centauri b. Elle se trouve à seulement 4,2 années-lumière de la Terre. Récemment, les astronomes ont découvert que ce monde pourrait ressembler à la Terre encore plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Cette planète est seulement 17% plus massive que la nôtre. Elle est en orbite autour d'une étoile plus faible et moins grande que notre Soleil. Proxima Centauri b se trouve au milieu de la zone habitable de l'étoile. Cela signifie qu'il y a de fortes chances que de l'eau liquide et de la vie existent sur cette planète. Il semble également que l'exoplanète soit verrouillée par son étoile parente. L'un de ses côtés fait face à l'étoile en permanence. L'autre est toujours plongé dans l'obscurité. Les scientifiques n'ont pas encore déterminé si la planète possédait une atmosphère. Elle voyage trop près de son étoile et parcourt son orbite en seulement 11 jours terrestres. Le rayonnement de l'étoile pourrait arracher l'air de la planète. Si tel est le cas, Proxima Centauri b ne devrait pas avoir d'eau liquide à sa surface. Gliese 832c se trouve à 16,2 années-lumière de la Terre, à l'échelle du cosmos. C'est un jet de pierre. Cette exoplanète est 5 fois plus massive que la Terre et voyage beaucoup plus près de son étoile mère. C'est pourquoi une année sur celle-ci ne dure que 36 jours. Mais comme cette étoile est une naine rouge, beaucoup plus froide et plus faible que le Soleil, Gliese 832c reçoit autant de lumière et de chaleur que notre propre planète. En même temps, on ne sait toujours pas si elle est semblable à la Terre. La planète possède probablement une atmosphère beaucoup plus épaisse qui crée un emballement de l'effet de serre. Ce phénomène se produit lorsqu'une planète absorbe plus de chaleur de son étoile haute qu'elle ne peut en renvoyer dans l'espace. En d'autres termes, Gliese 832c ressemble davantage à la brûlante Vénus qu'à notre Terre, relativement froide. Préparez-vous à décoller, car la NASA nous annonce des nouvelles passionnantes. Vous voulez découvrir le monde fascinant de Titan, la lune de Saturne. L'engin révolutionnaire Dragonfly de la NASA devrait décoller en 2027 pour explorer ce mystérieux objet spatial. Laissez-moi vous présenter Titan. Il s'agit d'un corps céleste glacé dont l'atmosphère est remplie d'azote et qui pourrait même posséder un océan souterrain. Titan abrite également des rivières et des lacs à sa surface. Mais devinez quoi? Ils ne sont pas remplis d'eau comme sur notre belle planète. Ils contiennent du méthane. Voyons maintenant quelles sont les références célestes de Titan. Ce n'est pas une lune comme les autres. C'est la deuxième plus grande de tout notre système solaire. Elle n'est que 2% plus petite que la plus grosse lune de notre voisinage, Ganymède, proche de Jupiter. La taille de Titan fait même honte à Mercure. Et ai-je mentionné que son atmosphère est 4 fois plus dense que celle de la Terre? Grâce à la faible gravité et à l'atmosphère épaisse de cette lune, Dragonfly est le compagnon robotique idéal pour découvrir ses trésors cachés. Passons à l'engin lui-même, la star de la prochaine mission de la NASA sur Titan. Ce drone cosmique n'est pas un explorateur comme les autres. Équipé d'une panoplie de gadgets étonnants, Dragonfly est comme un laboratoire volant prêt à percer tous les secrets de Titan. Il s'agit de la première sonde interplanétaire de type
atterrisseur à rotor. Et elle a été conçue pour nous faire vivre une expérience spectaculaire. Et ne vous fiez pas à son nom. Cette libellule ne se contentera pas de bourdonner au hasard. C'est une merveille technologique capable de planer sur plusieurs kilomètres entre différents endroits de la surface de Titan. Elle est un peu comme un Uber cosmique pour les scientifiques. Et puisqu'on parle de technologie, Dragonfly transporte un équipement vraiment cool. La sonde sera équipée d'un instrument nommé Draco, qui permettra de prélever des matériaux sur Titan, tandis que le spectromètre de masse de Dragonfly, ou DRAMES, analysera la composition de ces échantillons. Mais comment sommes-nous tombés sur Titan? Le 25 mars 1655, un astronome néerlandais explorait le cosmos avec son télescope. Et voilà qu'il aperçoit quelque chose d'étonnant. C'est Titan, la plus grosse lune de Saturne. Près de 300 ans plus tard, en 1944, un autre astronome très cool est entré en scène. En faisant des expériences avec la lumière, il a découvert que Titan avait en fait sa propre atmosphère. L'histoire ne s'arrête pas là. En 1979, la sonde Pioneer 11 a décidé de faire un tour dans le système de Saturne. Elle a confirmé toutes les hypothèses intéressantes que les scientifiques avaient formulées au sujet de Titan, comme sa température et sa masse. Cependant, il y avait une petite erreur. Ces scientifiques pensaient que Titan était la plus grosse lune de tout le système solaire. Et non, raté. Quoi qu'il en soit, Titan possède une atmosphère mystérieuse et dense qui tient tout le monde en haleine. Passons maintenant aux années 1980, lorsque les sondes Voyager 1 et 2 font leur grande entrée dans l'espace. Ces explorateurs cosmiques ont survolé Saturne et ont voulu observer la surface de Titan. Mais Titan a alors décidé de jouer à cache-cache avec eux. Son atmosphère brumeuse ne permettait pas de voir ce qui s'y passait. Et tout ce que les deux Voyagers ont réussi à capturer, ce sont des images d'un monde orange et solitaire. Cependant, ils ont repéré une jolie brume bleue dans la haute atmosphère. Les choses ont commencé à devenir vraiment passionnantes dans les années 1990. Le télescope spatial Hubble s'est joint à la fête et a décidé de prendre des clichés de Titan à l'aide d'une lumière infrarouge spéciale. Ce dispositif astucieux a réussi à percer la brume, et voilà, les images de Hubble ont révélé des zones de différentes couleurs sur Titan, un peu comme un gigantesque échiquier cosmique. Nous savons maintenant qu'il y a même un point lumineux aussi large que l'Australie. Cependant, malgré ces images fantastiques, le mystère de ce qui se cache sous la brume de Titan n'était toujours pas résolu. C'est en 2004 que Cassini et son acolyte européen, la sonde Huygens, sont allés faire un tour par là-bas. Ils formaient un duo parfait pour affronter Saturne. Cassini a commencé à tourner autour de la planète aux beaux anneaux et a immédiatement concentré son attention sur Titan. Puis le grand moment est enfin arrivé. Le 14 janvier 2005, la sonde Huygens a percé l'atmosphère de Titan. Au cours de sa descente, Huygens a recueilli toutes sortes de données étonnantes, en prenant des photos et en analysant l'atmosphère. La sonde a ensuite transmis ces précieuses informations à Cassini, qui, tel un coursier cosmique, nous les a envoyées, à nous les terriens qui attendions avec impatience. Au cours des 13 années suivantes, Cassini s'est approché de Titan plus de 100 fois, utilisant toutes sortes d'instruments sophistiqués pour observer la surface et l'atmosphère de la Lune. Les scientifiques ont enfin pu confirmer que Titan possédait des nuages, des lacs et des rivières, et que de la pluie tombait même à sa surface. Heureusement pour nous, Titan n'est pas la seule lune de notre système solaire susceptible d'abriter de la vie. Prenez la merveilleuse lune de Neptune, Triton. C'est la plus grande lune de cette planète, mais c'est aussi une vraie curiosité. Parmi toutes les lunes que nous connaissons, seules 5 ont une activité géologique. Et devinez quoi? Triton fait fièrement partie de ce club prestigieux. Elle possède même des geysers qui crachent de l'azote gazeux. Imaginez Triton comme une fashionista dans une belle robe de glace. Sa surface est principalement constituée d'azote gelé, ce qui lui donne un air glacial. Si vous vous y rendez un jour, n'oubliez pas d'emporter un épais manteau. Vous vous demandez peut-être comment Triton parvient à se réchauffer dans un environnement aussi froid. Eh bien, elle dispose d'une arme secrète, les forces de marée.
Triton et Neptune se livrent à une magnifique danse cosmique qui génère une friction gravitationnelle. Et cela semble produire de la chaleur, ce qui contribue à réchauffer les eaux de Triton. À force de parler de chaleur, vous vous attendez peut-être à ce que je vous dise qu'il pourrait y avoir de la vie sur Triton. Hélas, c'est à peu près aussi probable que de découvrir une licorne faisant du skateboard. Voyager 2, la seule mission à avoir survolé Triton, a effectué son voyage en 1989. Et si vous espérez qu'une autre mission se rende bientôt sur Triton, disons que les étoiles ne s'alignent pas exactement en votre faveur. Littéralement. La possibilité d'une mission vers Triton ne se présente que tous les 13 ans, car notre planète et Jupiter doivent être parfaitement alignés pour qu'un atterrissage puisse avoir lieu. Les scientifiques utiliseraient l'attraction gravitationnelle de la plus grande planète de notre système solaire pour déposer en toute sécurité une sonde sur Triton. Parlons maintenant de l'éléphant dans la pièce, ou plutôt de l'ours polaire. Il fait si froid sur Triton que les chances de survie y sont aussi minces qu'un cure-dent. Désolé, petits microbes potentiels, vous aurez peut-être besoin de quelques pulls supplémentaires pour vous installer ici. Même si Triton n'est pas l'endroit le plus accueillant pour la vie, c'est un joyau céleste qui mérite d'être exploré. Les scientifiques pensent que Triton n'a pas toujours fait partie de la famille de Neptune. En fait, Triton vaquait probablement à ses affaires, traînant sans but dans la lointaine ceinture de Kuiper. Neptune, avec sa puissante force gravitationnelle, a alors arraché Triton et en a fait une lune à part entière. À l'instar de notre fidèle satellite, Triton est lui aussi pris dans un face-à-face permanent avec Neptune. L'une des faces de Triton a toujours les yeux rivés sur la planète. Quant au destin de cette lune étonnante, les choses ne sont guère réjouissantes à long terme. Elle se rapproche déjà chaque jour un peu plus de Neptune. Vous vous demandez peut-être pourquoi ? Le problème réside dans les interactions de marée, qui ne jouent pas vraiment en faveur de notre sympathique satellite. Son orbite s'étiole. C'est comme si elle se rapprochait au ralenti de sa planète. Les scientifiques prévoient que dans environ 3,6 milliards d'années, Triton franchira une frontière invisible. Si les calculs actuels sont corrects, 2 scénarios sont possibles. Soit le satellite entrera en collision avec l'atmosphère de Neptune, soit il se brisera en petits morceaux. Dans ce dernier cas, un tout nouveau système d'anneaux se formera autour de Neptune, à l'instar de celui que l'on observe aujourd'hui autour de Saturne. Triton n'est pas le seul satellite qui pourrait finir de la sorte. Phobos, l'une des lunes de Mars, devrait également se désintégrer, et ce plus tôt, d'ici 30 à 50 millions d'années. Saturne n'est pas la seule planète à posséder des anneaux. Neptune, Uranus et Jupiter en ont également. Étonnant, n'est-ce pas ? Même si Neptune est très éloigné, nous avons pu observer ces anneaux avec une clarté inégalée au cours des 30 dernières années. Et regardez cette bonne vieille Uranus. Elle possède 2 systèmes d'anneaux. Le système interne est composé de 9 anneaux principalement gris foncé et assez étroits. Et puis il y a 2 anneaux externes. Le plus extérieur est bleu comme l'un des anneaux de Saturne, tandis que le plus intérieur est rougeâtre, comme certains anneaux poussiéreux que l'on trouve dans d'autres endroits de notre système solaire. Jupiter n'est pas mal non plus. Ces anneaux sont constitués de petites particules de poussière, et ils sont si peu visibles que nous ne pouvons les voir que lorsqu'ils sont éclairés par le soleil ou lorsque nous les observons directement dans la lumière infrarouge. L'histoire de la formation des anneaux de Jupiter est intéressante. La poussière dont sont constitués les anneaux s'est formée lorsque des micrométéores, de minuscules morceaux de roches et de débris, sont entrés en collision avec les petites lunes qui entourent Jupiter. Comme on pouvait s'y attendre, ces impacts ont fait des dégâts et ont projeté pas mal de poussière dans l'espace. Jupiter a manifestement saisi l'occasion de se doter de jolis anneaux en capturant cette poussière dans son orbite. Ces particules sont très petites. Lors d'impacts plus importants, la gravité ramène généralement les plus gros morceaux à la surface des lunes elles-mêmes. Ces micrométéores continuent de frapper ces satellites et d'ajouter de la poussière aux anneaux de Jupiter, qui restent donc toujours passablement neufs. D'accord, c'est une bien belle histoire, mais aucune de ces planètes ne possède d'anneaux aussi spectaculaires que ceux de Saturne. Ceux-ci sont constitués de petites particules de glace, de roches et de poussière, qui viennent probablement d'astéroïdes, de comètes ou de lunes qui se sont brisées avant même d'avoir atteint Saturne, et ce en raison de sa forte gravité.
La particularité des anneaux de Saturne réside dans le fait qu'ils sont constitués de nombreuses particules qui réfléchissent beaucoup de lumière. C'est pourquoi ils sont visibles pour nous, même avec un télescope ordinaire utilisé par des astronomes amateurs. Lorsque nous regardons dans notre télescope, nous voyons clairement les anneaux parce qu'ils sont grands et brillants. La taille des fragments qui constituent les anneaux varie du minuscule grain de poussière au rocher, grand comme une maison. En fait, il se trouve aussi des particules aussi grosses que des montagnes. Imaginez-vous assis au sommet d'une montagne, tandis que celle-ci tourne autour de cette magnifique planète. Si vous pouviez observer ces anneaux depuis le sommet des nuages présents sur Saturne, ils vous apparaîtraient essentiellement blancs. En outre, chacun des anneaux se déplace à sa propre vitesse. Plutôt impressionnant, n'est-ce pas? Mais les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Il semblerait que ces anneaux fascinants soient en train de disparaître. En effet, depuis les années 1980, nos astronomes observent une diminution progressive de leur volume. Il semblerait que les particules des anneaux pleuvent lentement dans l'atmosphère de Saturne. Mais il ne s'agit pas d'une pluie ordinaire. Chaque jour, une quantité d'eau équivalente à celle d'une piscine olympique tombe sur Saturne. Mais les scientifiques ne savent pas encore exactement à quelle vitesse ces anneaux sont en train de disparaître, ni quand ils nous diront définitivement adieu. Pour le savoir, nous disposons du télescope spatial James Webb de la NASA, ainsi que de l'observatoire Keck à Hawaï, qui doivent étudier Saturne sur une longue période. Ils surveillent ce qu'il en est précisément de cette fameuse pluie d'anneaux, comment elle évolue, par exemple, au cours d'une saison complète sur Saturne. Cela représente environ 7 années terrestres. Une grande quantité de matière tombe en permanence sur Saturne. Entre 400 et 2800 kg de glace se déversent sur la géante gazeuse à chaque seconde. Cela a pour effet de réchauffer sa haute atmosphère. Si ce phénomène se poursuit à ce rythme, les anneaux de Saturne pourraient disparaître dans environ 300 millions d'années. Espérons que l'humanité aura droit à au moins un tour de montagne russe avant qu'il ne soit trop tard. Si 300 millions d'années vous semblent long, c'est relativement bref pour l'univers. Mais ce rythme pourrait ralentir au fil du temps. Les anneaux pourraient donc avoir jusqu'à 1 milliard d'années devant eux. Mais si les choses au contraire s'accélèrent, ils pourraient ne survivre qu'une petite centaine de millions d'années. Ce processus ne se produit pas tout seul. Les roches spatiales et les radiations provenant du Soleil affectent toutes les particules contenues dans les anneaux. Ils leur confèrent une charge électrique. Cette charge les fait adhérer aux lignes du champ magnétique de Saturne. La puissante gravité de la planète attire alors toutes ces particules glacées, qui s'écoulent ensuite dans la haute atmosphère. Saturne fait le tour du Soleil tous les 29,5 ans. Au cours de son périple, elle se rapproche et s'éloigne du Soleil. Et ses anneaux, bien sûr, la suivent. L'inclinaison de la planète influe sur la façon dont le rayonnement solaire affecte les couches les plus profondes des anneaux. D'où provient la majeure partie de cette pluie glacée. Les scientifiques pensent que lorsque les anneaux sont inclinés face au Soleil, il y a plus de matière qui tombe sur Saturne. En revanche, lorsque les anneaux sont de biais par rapport au Soleil, la chute de matière sur Saturne ralentit. Les scientifiques n'essaient pas seulement de prédire le destin des anneaux de Saturne. Ils débattent également de la date et de la manière dont ils se sont formés. Selon certaines théories, les anneaux existeraient depuis la formation de notre système solaire, il y a des milliards d'années. Mais la sonde Cassini, qui a exploré Saturne, a rapporté des données qui incitent au contraire à penser que les anneaux seraient bien plus jeunes que cela. Ils auraient entre 10 et 100 millions d'années. Selon une autre idée intéressante, la pluie abondante qui tombe des anneaux pourrait les faire paraître plus jeunes qu'ils ne le sont en réalité. Auraient-ils trouvé leur propre fontaine de jouvence? Tôt ou tard, Saturne devra faire face à une crise d'identité lorsqu'elle perdra ses magnifiques anneaux. On s'était dit que cette année n'allait pas être très bonne pour notre belle Saturne, car une de ses voisines était en train de lui rafler le titre de planète ayant le plus grand nombre de satellites. En février 2023, les scientifiques ont ainsi découvert 12 nouvelles lunes autour de Jupiter. Et cette géante de gaz a donc réussi à détrôner Saturne, qui tombe à la 2e place. Ces lunes leur sont apparues accidentellement, alors qu'ils cherchaient la planète 9. Vous savez, cette planète hypothétique
qui se cache peut-être quelque part dans la zone extérieure de notre système solaire. Ces lunes nouvellement découvertes sont plutôt petites et peu lumineuses, mais elles n'ont pas pu échapper à notre puissant télescope et aux techniques avancées utilisées par les scientifiques pour les repérer. Ce qui est intéressant, c'est que 9 de ces nouvelles lunes orbitent autour de Jupiter dans le sens inverse de sa rotation, tandis que les 3 autres orbitent dans le même sens. Que leur est-il arrivé? Savent-elles même qu'elles tournent dans la mauvaise direction? Certains pensent qu'il pourrait s'agir des restes de corps plus gros qui se seraient dû briser après une catastrophique collision. C'est assez courant dans l'espace. Une lune appelée Valetudo a été découverte il y a quelques années. Contrairement aux lunes rétrogrades, Valetudo a une orbite prograde, ce qui signifie qu'elle tourne dans le même sens que Jupiter. Ce qui est intéressant, c'est que Valetudo se déplace sur une orbite qui croise les trajectoires de ces lunes rétrogrades. Se pourrait-il que ces dernières se soient formées à la suite d'une collision avec des lunes progrades? Nous espérons le découvrir un jour. Ce fut un grand succès pour Jupiter, mais 3 mois plus tard, les choses changèrent à nouveau. On découvrit 62 nouveaux satellites autour de Saturne. Saturne est donc redevenue la championne, avec 145 lunes au total, contre seulement 95 pour Jupiter. Les astronomes ont découvert ces nouvelles lunes en utilisant une technique appelée Shift and Stack. Cela signifie qu'ils ont combiné plusieurs images en fonction du mouvement de la Lune étudiée, ce qui a permis d'accentuer le faible signal émis par le satellite. C'est ainsi qu'ils ont découvert des lunes plus petites et moins lumineuses. Ils n'auraient pas été en mesure de les voir avec une seule image, certaines ne faisant que 2,5 km de diamètre. Pour confirmer qu'il s'agissait bien de lunes et non d'astéroïdes qui passaient par là, ils les ont suivis pendant quelques années. Ainsi, Saturne perd peut-être ses anneaux, mais elle possède plus de lunes que prévu. Et qui sait combien d'autres choses intéressantes nous trouverons dans son voisinage. Attention, attention, quelque chose de très excitant se passe sur Saturne. C'est ce qu'on appelle la saison des rayons. Et non, la planète ne se transforme pas en une gigantesque roue gazeuse. Laissez-nous vous éclairer sur ce phénomène captivant. Chaque année, le télescope spatial Hubble de la NASA consacre une partie de son temps à l'observation de Saturne. Cette géante gazeuse est la seconde plus grande planète du système solaire. Et ce corps céleste nous réserve encore des surprises. Prenons par exemple l'une des images récentes de la planète Saturne. Vous voyez ces stries floues, elles indiquent le début de la saison des rayons, plus connue sous le nom de spokes. À l'instar de notre planète, Saturne est incliné sur son axe, ce qui lui confère 4 saisons distinctes. Cependant, en raison de l'ampleur colossale de son orbite, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. C'est un point crucial à garder en tête. Pour saisir le concept unique de cette saison saturnienne, nous devons parler de l'équinoxe. Sur Terre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur, rendant le jour et la nuit de longueur égale. Sur Saturne, c'est légèrement différent. Un équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont inclinés de côté par rapport au Soleil. Bien que les équinoxes sur Saturne aient lieu à chaque printemps et à chaque automne, comme sur notre planète, ils se produisent beaucoup plus rarement, environ une fois toutes les 15 années terrestres. Voilà pourquoi les astronomes sont si enthousiastes au sujet de cet événement. Regardez maintenant. Il y a 2 rayons tachetés sur l'anneau B, à gauche de l'image. Ils ressemblent aux rayons d'une roue de bicyclette. Leur ombrage et leur forme varient. Ils peuvent paraître sombres ou clairs, selon l'angle et l'éclairage. Parfois, ils ressemblent davantage à des taches qu'à des rayons radiaux ordinaires. Ces spokes ne durent pas longtemps, mais de plus en plus commenceront à apparaître à mesure que nous nous approcherons du 6 mai 2025, date de l'équinoxe d'automne sur Saturne. Mais quelle est donc l'origine de ces rayons? Les astronomes pensent qu'ils pourraient en être causés par le champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Sur Terre, ce phénomène se manifeste par des aurores boréales. Concernant Saturne, les plus petites particules de glace de ces anneaux pourraient également se charger électriquement. Il est probable que cela les fasse léviter temporairement au-dessus des blocs de glace plus grands qui composent les anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été observés pour la première fois par la mission Voyager de la NASA, au début des années 1980. À cette époque, nous ne savions pas que ces rayons étaient un phénomène saisonnier.
Voyager 2 a simplement survolé la planète, puis a poursuivi son voyage. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces rayons, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer Saturne à distance. Un télescope comme Hubble. L'équinoxe le plus récent sur Saturne a eu lieu en 2009, lorsque la sonde spatiale Cassini de la NASA se trouvait en orbite autour de la géante gazeuse. Cassini a envoyé de nombreux clichés étonnants vers la Terre, démontrant rapidement que ces rayons n'étaient pas causés par des interactions gravitationnelles avec Saturne, ni par l'influence de ses lunes, ou des petits satellites constituant les anneaux. En 2005, Cassini a confirmé que les rayons étaient liés au champ magnétique de Saturne. La mission Cassini s'est achevée en 2017, mais Hubble poursuit désormais une surveillance à long terme des changements autour de Saturne. Malgré toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours pas prédire le début et la durée de la saison des Spokes. Heureusement, les anneaux proéminents de Saturne offrent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. Bien que les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi visibles, et les scientifiques ne savent pas si des Spokes y apparaissent. Toutefois, les rayons ne sont pas le seul phénomène spatial fascinant. Notre système solaire regorge de merveilles. Imaginez-vous debout à l'équateur martien, pieds dessus. Vos pieds ressentiraient une température agréable, comparable à une chaude journée de printemps. Cependant, il vous faudrait porter un chapeau, car à la hauteur de votre tête, il régnerait un froid glacial. Vénus tourne dans le sens inverse de la plupart des autres planètes du système solaire et du Soleil lui-même. Une hypothèse avancée par les astronomes est qu'une collision passée avec un objet massif, tel qu'un astéroïde, pourrait en être la cause. La lune de Jupiter, Io, est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire, avec plusieurs centaines de volcans. Sa surface présente une étrange teinte jaunâtre, constellée de taches qui lui donnent l'apparence d'une pizza au pepperoni. Europe, l'un des 4 plus grands satellites de Jupiter, est recouverte de glace, avec une épaisseur estimée entre 16 et 24 km. Certaines zones de cette surface glacée sont lisses, ce qui ferait de cet endroit un terrain idéal pour le patinage artistique. Et si l'on rassemblait tous les astéroïdes connus du système solaire, leur masse totale serait inférieure à 10% de celle de notre Lune. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore posséder un noyau partiellement fondu, ce qui expliquerait la présence d'un champ magnétique, bien que celui-ci représente seulement 1% de la puissance de celui de la Terre. Le noyau de Mercure constitue environ 42% du volume total de la planète. De plus, sa surface présente des rides, appelées escarpements lobés, qui se sont formés lorsque son noyau de fer a provoqué une contraction de la croûte en refroidissant. Ces escarpements peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et atteindre plus de 1000 mètres de hauteur. Uranus est la seule planète du système solaire à tourner sur le côté. Cette caractéristique pourrait être due à une ancienne collision cataclysmique avec un objet de la taille de la Terre, bien que cela ne reste qu'une théorie pour l'instant. Mars pourrait acquérir un ensemble d'anneaux dans les 70 millions d'années à venir. Sa plus grande lune, Phobos, se rapproche progressivement de la planète. Un jour, elle pourrait être désintégrée par les forces gravitationnelles de Mars et se transformer en un anneau qui pourrait persister pendant des millions d'années. On ne sera pas là pour voir ça, donc autant les croire sur parole. Les scientifiques estiment que la surface de la Lune possède plus de cratères que celle de la Terre, en raison de l'absence d'activité naturelle sur notre satellite. Sur Terre, les vents, les pluies, les tremblements de terre et l'érosion modifient continuellement la surface. En revanche, la Lune n'a presque pas de conditions météorologiques pour altérer son apparence. Saturne est la planète la plus aplatie du système solaire. Elle est comprimée au pôle, avec un équateur situé à environ 6400 km plus loin du centre de la planète que les pôles. Le télescope spatial Hubble, qui pèse presque autant que 2 éléphants d'Afrique mâles et est aussi long qu'un grand bus scolaire, on dirait le début d'une blague, a réalisé près de 1,5 million d'observations depuis son lancement en 1990. Ces données ont permis aux astronomes de rédiger environ 15 000 articles scientifiques. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens peuvent observer dans l'espace à l'aide de télescopes est considéré comme de la matière normale, composée d'atomes et de molécules, et ne représente que moins de 5% de l'univers. Près de 68% est constitué d'énergie sombre, et les 27% restants sont de la matière noire. Est-ce vraiment important? Oui, tout à fait. Saturne possède un vortex mystérieux qui tourbillonne au-dessus de son pôle sud. Ce phénomène ressemble à une énorme tempête de type ouragan.
mesurant près de 8000 km de diamètre, soit les 2/3 du diamètre de la Terre. Ce qui intrigue les astronomes, c'est que bien que ce vortex ressemble à un ouragan, il ne se comporte pas comme tel. Saturne est également la seule planète du système solaire moins dense que l'eau. En d'autres termes, si vous trouviez une baignoire assez grande pour contenir cette géante gazeuse, elle y flotterait comme un canard en caoutchouc. Les tremblements de lune ne se produisent pas aussi fréquemment que les tremblements de terre. Mais lorsqu'ils se produisent, ils se manifestent plus près du centre du satellite. Les scientifiques pensent que ces tremblements de lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. L'une des lunes de Saturne, Japet, présente un étrange motif bicolore. Les deux hémisphères de la Lune sont très différents. L'un est clair tandis que l'autre est étonnamment sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. La seule ceinture d'astéroïdes connue des astronomes dans le système solaire se trouve entre Mars et Jupiter. Des milliers d'astéroïdes occupent cette zone. Ce sont des objets solides de forme irrégulière et de taille variée, chacun bien plus petit qu'une planète. Les scientifiques ont analysé la composition chimique de certains météorites retrouvés dans le désert du Sahara, en Antarctique et ailleurs. Il s'avère que certaines de ces roches ont une origine martienne, tandis que d'autres proviennent de la Lune ou de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Ah, les roches spatiales cesseront-elles jamais de nous fasciner? Nous nous sommes énormément concentrés sur la recherche de vie sur Mars, alors qu'il y a un joyau qui n'attend que d'être exploré. Cette planète est la 6e plus éloignée du Soleil et la 2e plus grande du système solaire. Elle se trouve juste derrière Jupiter, je te parle de Saturne, ou comme on l'appelle parfois, le joyau du système solaire. Elle est complètement différente de notre planète. Tout d'abord, tu ne pourrais pas y tenir debout. Alors que la Terre est constituée de roches et d'autres matériaux solides, cette planète est une boule géante composée principalement de gaz. Si tu trouvais une piscine suffisamment grande pour contenir Saturne, tu verrais cette planète flotter sur l'eau. Pas étonnant, c'est la planète la moins dense du système solaire. Elle contient aussi beaucoup d'hélium, ce gaz que l'on met dans les ballons pour les faire flotter en l'air. Saturne est une planète très venteuse. Les vents y sont plus de 4 fois plus forts que ceux que nous avons sur Terre. Une journée là-bas dure 10 heures et 14 minutes, car Saturne tourne sur son axe très rapidement. Mais elle prend son temps pour faire le tour du Soleil. Une année y équivaut à 29 années terrestres. Le rayon de Saturne fait plus de 58 000 km. Ça signifie que la géante gazeuse est 9 fois plus grosse que notre planète. Si la Terre faisait la taille d'une pièce de monnaie, Saturne serait aussi grande qu'un ballon de volley. Même si d'autres planètes de notre système solaire ont aussi des anneaux, ceux de Saturne sont les plus spectaculaires. On peut même les voir depuis la Terre. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique ou de posséder un équipement très coûteux, un simple télescope suffit. Les anneaux de Saturne ne sont pas fixes, ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certaines de ces poussières font la taille d'un grain de sable et d'autres sont aussi grosses qu'une maison ou qu'une montagne. Il s'agit en fait de fragments d'astéroïdes, de comètes et de lunes qui se sont fragmentés avant d'atteindre Saturne. Ils ont ensuite été mis en pièces par la forte attraction gravitationnelle de la planète. Saturne a plus de 50 lunes et récemment, les scientifiques ont découvert une activité hydrothermale inhabituelle sur l'une d'entre elles. Enceladus est la 6e plus grosse lune de Saturne. Elle a 4 rayures de tigre près de l'un de ses pôles. Et on a découvert qu'il y a un océan juste en dessous. De l'eau et de la glace surgissent de ces rayures. On peut donc du coup se demander s'il y a de la vie. Dans nos océans, certaines formes de vie se rassemblent autour de sources hydrothermales similaires. Elles se nourrissent des composés chimiques qui s'y trouvent, tout comme les plantes de surface le font avec la lumière du soleil. De plus, certains des plus anciens microbes de notre planète se nourrissent de la même énergie que celle produite dans l'océan d'Enceladus. Cela pourrait signifier que de la vie s'y développe en ce moment même. Bien sûr, il faut des millions d'années pour que les organismes les plus simples apparaissent. Mais avec un peu de chance, on aura besoin de moins de temps pour trouver des formes de vie plus complexes. Il existe des millions d'exoplanètes dans l'espace, et les scientifiques sont à la recherche de celles potentiellement habitables. Les exoplanètes sont les planètes qui se trouvent en orbite autour d'étoiles autres que notre Soleil. Les étoiles naines sont plus petites et moins lumineuses que le Soleil. Certaines ont plus de 10 milliards d'années. C'est bien assez de temps pour que des organismes vivants s'y développent et évoluent vers une forme plus complexe.
La vie pourrait apparaître sur les planètes orbitant autour de ces étoiles naines, ou comme pour Saturne, sur l'une de leurs lunes. Et voici Gliese 876b, qui orbite autour de l'étoile naine rouge Gliese 876. Cette planète est encore très mystérieuse, mais les scientifiques pensent qu'il s'agit d'une géante gazeuse dépourvue de surface solide. Son atmosphère ne comporterait pas de nuages, mais il pourrait y avoir de l'eau sous forme liquide à la surface de cette planète. Teegarden B tourne autour d'une naine rouge située à environ 12 années-lumière de notre système solaire. Sa masse est juste un peu plus élevée que celle de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle pourrait avoir une surface rocheuse. Cette planète met environ 5 jours pour compléter son orbite. Cela signifie qu'une année sur Teegarden B est en fait plus courte qu'une semaine sur Terre. Et quelque part plus loin, il y a une autre planète potentiellement habitable nommée Kepler 1638b. Bon, elle se trouve en fait à 3000 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. Cette planète est 4 fois plus lourde que la Terre et 2 fois plus large. Il lui faut environ 260 jours pour effectuer une orbite autour de son étoile. Sa gravité est plus forte que la nôtre, il serait extrêmement difficile d'essayer de sauter à sa surface. Et voici une autre Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 62e, qui fait plus d'1,5 fois la taille de la Terre. Les scientifiques pensent qu'elle possède une atmosphère chaude, humide et hospitalière, avec un ciel nuageux. 1200 années-lumière séparent la Terre de cette planète. Kepler 62e met 122 jours pour tourner autour de son étoile. Sa voisine, Kepler 62f, est aussi potentiellement habitable. C'est une planète environ 40% plus grande que la Terre. On pense qu'elle pourrait être recouverte d'eau. Les océans de notre planète regorgent de créatures et d'organismes de toute taille. Il y a donc de fortes chances que cette planète héberge également des êtres vivants, ou du moins qu'elle ait le potentiel de développer la vie. Lorsque nous disons habitable, cela ne signifie pas que la vie y existe forcément. Cela signifie juste qu'elle réunit les conditions permettant à certaines formes de vie de s'y développer. LHS 1140b est une planète située dans l'une des zones potentiellement habitables. Contrairement à ses cousines gazeuses, elle est solide et assez rocheuse. Son rayon est 60% plus grand que celui de la Terre et sa masse 7 fois plus élevée. C'est l'une des planètes les plus denses découvertes ici. Puisque cette planète est très massive, son atmosphère doit être plus épaisse et la gravité à sa surface doit être beaucoup plus forte que sur Terre. C'est pourquoi tu aurais sûrement du mal à y tenir debout. Salutations de TRAPPIST-1, une naine de la constellation du Verseau. Elle se trouve à environ 39 années-lumière de nous. 7 planètes rocheuses de la taille de la Terre sont en orbite dans la zone habitable de cette étoile. Toutes peuvent potentiellement contenir de l'eau à leur surface. La température de ces planètes est plus ou moins similaire à celle de la Terre. Sur la Lune, la gravité ne représente que 16% de celle que nous avons sur notre planète. C'est pourquoi les astronautes pouvaient à peine contrôler leurs mouvements lorsqu'ils y ont mis le pied. Mais concernant la gravité des planètes de TRAPPIST-1, tu t'y sentirais bien plus à l'aise. Et revenons vers Kepler. Cette fois, il s'agit de Kepler 452b. C'est une planète rocheuse, 60% plus grande que la Terre. Son étoile est similaire au Soleil. Cette planète a en fait passé environ 6 milliards d'années dans la zone habitable, alors que la Terre s'y trouve depuis seulement 4,5 milliards d'années. Cette planète met 385 jours pour tourner autour de Kepler 452, qui est environ 20% plus brillante que notre Soleil, mais qui a la même température. Mais ce système est très loin de notre petite oasis. Il nous faudrait 28 millions d'années pour y arriver. Et voici KOI 7711.01. C'est une autre planète intrigante, située à 1700 années-lumière de nous. Elle est seulement 30% plus grande que la Terre et elle reçoit presque la même quantité de chaleur que nous recevons de notre Soleil. Un jour, l'homme pourrait commencer à coloniser la galaxie et chercher de nouvelles planètes pour y vivre. Nous devrions alors faire de très longs voyages et peut-être qu'un jour, nous atteindrions Proxima Centauri. C'est un système relativement proche qui possède des planètes que nous pourrions potentiellement habiter, comme Proxima Centauri b. Elle se trouve à plus de 4 années-lumière de la Terre. Et même si cela ne semble pas si loin à première vue, ça l'est en réalité. Il faudrait environ 6300 ans pour s'y rendre avec les technologies actuelles. Cela nécessiterait beaucoup de générations pour faire un tel voyage, et il faudrait encore plus de temps pour réussir à habiter ce nouveau monde.
Les gens naîtraient et mourraient dans des vaisseaux spatiaux, y passant une vie entière, sans jamais voir ni la Terre, ni la planète vers laquelle ils se dirigent. À la place des arbres, des montagnes et des rivières, il n'y aurait que le néant qui s'étalerait à perte de vue. Ils ne pourront jamais se promener dans des rues inconnues, respirer l'air frais, sentir le vent. Le seul endroit où ils pourraient voyager serait leur propre vaisseau. Certes, un tel voyage ne serait pas simple, mais peut-être que cela vaudrait le coup si cela nous permettait de construire des mondes aussi beaux que celui dans lequel nous sommes nés. Mais est-ce seulement possible? L'avenir nous le dira. Cette planète est appelée le joyau du système solaire. Composée principalement de gaz, elle pourrait flotter sur l'eau, si toutefois tu trouvais un réservoir de 120 700 km de large et de profondeur équivalente. Mais ce qui rend la planète si reconnaissable, ce sont ses magnifiques anneaux, gris, dorés et beige. Ils sont constitués de poussière, de roches et de glace. Certains sont aussi minuscules que des grains de sable. D'autres sont aussi massifs que des gratte-ciel. La planète dont je parle est Saturne, et en ce moment même, la Terre se précipite vers elle à une vitesse fulgurante. Tout a commencé par une journée normale, il y a plus de 6 mois. Tout d'un coup, la Terre a dévié du cours qu'elle suivait depuis plusieurs milliards d'années. Mais au lieu de se précipiter vers le Soleil, elle a commencé à s'éloigner de l'étoile. En y réfléchissant bien, c'est peut-être pour le mieux. Ça nous laisse plus de temps pour trouver une solution. La Terre se déplaçait autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km/h. Pour une raison mystérieuse, lorsqu'elle a quitté son orbite, la vitesse est restée la même. Cela signifie que nous allons parcourir 1,2 milliard de kilomètres séparant notre planète de Saturne en 1 an et 3 mois. Au début, personne ne se rendait compte de ce qu'il se passait. Mais quelques heures plus tard, c'est devenu évident. Malgré la panique qui s'est emparée des terriens, rien ne semblait sortir de l'ordinaire, mis à part le fait qu'il commençait à faire de plus en plus froid. Les prévisions des astronomes étaient pessimistes. Les gens ont commencé à quitter leurs maisons situées dans les pôles et à se rapprocher de l'équateur. La plupart des espèces végétales et animales étaient en danger. Certaines d'entre elles ont disparu, même si nous essayions de les sauver dans des serres et des parcs de conservation spéciaux. Le ciel a changé de manière spectaculaire. En 1 semaine, on pouvait voir Mars clairement. Elle ressemblait à une grosse sphère rougeâtre suspendue au-dessus de nos têtes. Jupiter est devenu aussi brillant que la Lune. Une fois que la Terre s'est trouvée aussi éloignée du Soleil que Mars, les jours sont devenus 2 fois plus sombres qu'auparavant. Au début, l'atmosphère de notre planète agissait comme une barrière entre les hommes et l'espace. C'est pourquoi nous n'avons pas ressenti le froid immédiatement. Mais 7 jours plus tard, tous ceux qui ont osé quitter leur maison ont dû se blottir dans des vêtements d'hiver super épais. À ce moment-là, les températures étaient déjà descendues à moins 98 degrés Celsius. Il a fait encore plus froid une fois que notre planète a dépassé Mars et a traversé la ceinture d'astéroïdes. Elle a été l'une des régions les plus dangereuses sur notre chemin jusqu'à présent. Oui, les gens ont pu admirer de sublimes pluies de météorites sillonner le ciel. Mais plusieurs corps spatiaux ont réussi à traverser l'atmosphère terrestre. Ils se sont écrasés sur le sol, aplatissant les montagnes et laissant derrière eux de gigantesques cratères. Ils ont provoqué des tsunamis et déclenché des tremblements de terre. À l'heure actuelle, la plus grande partie de la planète, y compris les océans, s'est déjà transformée en un désert de glace. Il y a un manque de nourriture et de ressources naturelles. Nous avons construit des villes souterraines et des tunnels pour les relier. Nos scientifiques travaillent jour et nuit pour trouver un moyen de sortir de cette situation. S'ils n'y parviennent pas, voilà ce qui va se produire. Plus notre planète se rapproche de Saturne, plus la planète à anneaux se profilera à l'horizon et plus elle paraîtra grande. Bientôt, elle brillera plus que la pleine lune. L'énorme orbe brun jaunâtre sera visible même pendant la journée, mais il sera particulièrement impressionnant la nuit. Au lieu de dormir, des millions de personnes passeront des heures à regarder Saturne grossir de plus en plus. Un jour, la distance entre les 2 planètes sera la même que celle qui séparait la Terre de Mars. Le disque de Saturne paraîtra environ le quart de la taille de la pleine lune. Ces anneaux seront aussi grands que les 2 tiers de notre satellite naturel. Peu après, la vitesse de notre planète commencera à augmenter sous l'influence de l'attraction gravitationnelle de Saturne. La planète aux anneaux est 9 fois plus grande que la Terre, et sa masse est presque 100 fois supérieure. C'est pourquoi, au lieu de nous déplacer à une vitesse de 46 km par seconde, nous allons traverser l'espace à près de 64 km par seconde. C'est 2400 fois la vitesse moyenne d'une voiture. La gravité de Saturne influencera la Lune plus que celle de la Terre. En un rien de temps, nous allons perdre notre satellite. Il sera catapulté dans l'espace et se retrouvera probablement en orbite elliptique autour du Soleil. Si la Terre n'était pas sur le point de s'écraser sur Saturne dans un avenir proche, la Lune pourrait un jour croiser à nouveau notre planète. Rien de bon ne ressortirait d'une telle rencontre. Mais que se passe-t-il du côté de Saturne ? Saturne est l'une des plus grandes planètes du système solaire, juste après Jupiter. Même si les anneaux qui entourent la planète sont énormes, ils sont plutôt minces,
moins de 2 km d'épaisseur. Néanmoins, les anneaux principaux sont assez grands pour s'étendre de la Terre à la Lune. Mais comment la planète a-t-elle obtenu de si beaux atouts ? Au-delà du bord extérieur des anneaux principaux A, B et C, il y a quelque chose que les astronomes appellent l'anneau F. Vieux de plusieurs millions d'années, c'est le plus étrange. Cet anneau en perpétuel mouvement est constitué de matériaux glacés et est incroyablement complexe. Ses courbes, ses torsions et ses amas de substances plus brillantes lui donnent l'air d'être tressé. Saturne a plus de 50 lunes confirmées. 2 d'entre elles, Pandore et Prométhée, encadrent l'anneau F de chaque côté. Elles s'enroulent à l'extérieur et à l'intérieur de l'anneau, agissant comme des bergers. Elles rassemblent les particules de glace en une bande de 96 km d'épaisseur. Mais pourquoi pratiquent-elles cette danse élaborée ? Personne ne le sait. Ce que les scientifiques savent, c'est que lorsque les anneaux de Saturne étaient en évolution, la matière glacée s'est agglomérée et a formé des lunes mineures. Certaines d'entre elles se sont développées et sont devenues les plus grosses lunes de la planète. Mais 2 d'entre elles sont entrées en collision. C'est ainsi qu'est apparu le mystérieux anneau F. Si les lunes mineures n'avaient été constituées que de petites particules de glace, la collision spatiale aurait laissé un anneau et rien d'autre. Mais elles avaient des noyaux rocheux denses. Ceux-ci sont restés intacts et se sont transformés en Pandore et en Prométhée. Les gens n'ont aucune preuve que Saturne ait déjà heurté un autre grand corps spatial. Notre Terre pourrait être la première. Mais avant de s'écraser sur la planète elle-même, il faut passer à travers ces anneaux, y compris l'anneau F. Et non, notre planète ne se contentera pas d'y faire un trou. Les anneaux de Saturne sont constitués de petites particules. La gravité de la Terre commencera à en tirer certaines hors de leur orbite une fois que nous serons assez près. Et plus tard, lorsque nous nous en approcherons encore, le nuage de particules glacées s'élancera à la poursuite de la Terre. Mais il n'aura pas assez de puissance pour débarrasser complètement Saturne de ses anneaux. Ils continueront à se déplacer autour de leur planète d'origine. Mais leurs orbites vont changer et s'allonger. Avec le temps, les anneaux pourraient probablement se calmer à nouveau. Mais la Terre ne leur donnera pas une telle chance. La collision avec notre planète ne laissera pas Saturne indemne. S'il est encore possible de jeter un coup d'œil au ciel, les gens pourront voir les anneaux disparaître dans le néant. Mais pas pour longtemps. Les plus gros morceaux de roche commenceront vite à frapper la surface de notre planète, laissant derrière eux des terres sans vie parsemées de cratères. Dans le pire des cas, la Terre pourrait même entrer en collision avec l'une des nombreuses lunes de Saturne. Mais imaginons que nous ayons traversé cette région en un seul morceau, et que notre planète soit maintenant très proche de Saturne. La géante gazeuse peut sembler toute légère et aérienne, mais il est impossible que la Terre puisse traverser l'immense sphère et repartir de l'autre côté. C'est la gravité qui maintient tout ce gaz ensemble. La gravité même qui fera accélérer notre planète. Plus elle est proche d'un corps spatial beaucoup plus grand, plus l'attraction est forte. Les lignes de faille sur la Terre vont se fracturer. Elle déclenchera également de puissantes éruptions volcaniques partout dans le monde. Et puis, notre planète s'écrasera sur Saturne avec une force gigantesque. L'atmosphère des planètes sera comprimée. Cela provoquera une hausse de température spectaculaire et rapide, et en un rien de temps, l'air sera en feu. Les scientifiques affirment que le noyau de Saturne est dense, composé de fer et de nickel, et entouré d'une couche rocheuse. Mais nous n'y arriverons jamais. La Terre brûlera dans l'atmosphère de la grande planète après avoir été littéralement déchirée. Notre beau monde bleu-vert se transformera en milliards de billions de tonnes de roches vaporisées. Dommage. Peut-être que la Terre deviendra un autre anneau de Saturne, à la place de ceux qu'elle a détruits. Ça a l'air sinistre, je sais. Bon, qu'avons-nous sur la liste des choses à faire avant de mourir ? Cela semble sinistre, je sais. On n'a pas le pouvoir de sauver la Terre de Saturne, mais ce n'est qu'un mauvais rêve, alors peut-être que nous pouvons faire quelque chose et nous sauver d'une menace réelle, celle du changement climatique. Je dis ça, je dis rien.